Bonjour et bienvenue au rendez-vous lecture sous l'arbre à palabres. Je vous propose la lecture du roman Une si longue lettre de Mariam Abba. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour le prochain chapitre. Bonne écoute. Une si longue lettre de Mariam Abba. Chapitre 10. Modou se hissait à la première place des organisations syndicales. Son intelligence des gens et des choses lui alliait à la fois employeurs et salariés. Il axait ses efforts sur des points facilement satisfaits qui allégeaient le labeur ou agrémentaient la vie. Il cherchait des améliorations pratiques à la condition ouvrière. Son slogan « À quoi bon faire miroiter l'impossible ? Obtenir le possible est déjà une victoire ». Son point de vue ne faisait pas l'unanimité, mais on se fiait à son réalisme pratique. Modou ne pouvait faire ni du syndicalisme ni de la politique, faute de temps. Sa réputation de bon médecin s'affermissant, il restait prisonnier de sa mission dans un hôpital bourré de malades, car on allait de moins en moins chez le guérisseur, spécialiste des mêmes décoctions de feuilles pour des maladies différentes. Tout le monde lisait journaux et revues, l'Afrique du Nord bougeait. Interminables discussions où de points de vue s'alliaient ou se heurtaient, se complétaient ou se refoulaient. Avez-vous façonné le visage de l'Afrique nouvelle? Rêve assimilationniste du colonisateur qui a tiré dans son creuset notre pensée et notre manière d'être. Port du casque sur la protection naturelle de nos cheveux crépus, pipe fumante à la bouche, short blanc au-dessus des mollets, robe très courte, découvrant des jambes galbées, toute une génération prit d'un coup conscience du ridicule que vous couviez. Poire marché, inexorable, le débat à la recherche de la voie juste secouait l'Afrique occidentale. Des hommes courageux connurent la prison, sur leurs traces, d'autres poursuivirent l'œuvre ébauchée. Privilège de notre génération, charnière entre deux périodes historiques, l'une de domination, l'autre d'indépendance, nous étions restés jeunes et efficaces car nous étions porteurs de projets. L'indépendance acquise, nous assistions à l'éclosion d'une république, à la naissance d'un hymne et à l'implantation d'un drapeau. J'entendais répéter que toutes les forces vives du pays devaient se mobiliser et nous disions qu'au-dessus des inclinations inévitables pour tel ou tel parti, tel ou tel modèle de société, il fallait l'unité nationale. Beaucoup d'entre nous ralliaient le parti dominant, lui infusant du sang nouveau. Être productif dans la mêlée valait mieux que se croiser les bras ou s'abriter derrière des idéologies importées. Pratique, Modou conduisait les syndicats à la collaboration avec le gouvernement, ne demandant pour ses troupes que le possible. Mais il maugréait contre l'installation hâtive de nombreuses ambassades qu'il jugeait coûteuses pour notre pays sous-développé. Avec cette saignée pour la gloriole et bien d'autres, telles les invitations fréquentes d'étrangers, que d'argent perdu. Et songeant à ses salariés, il maugréait encore. Combien d'écoles ou d'équipements hospitaliers perdus? Combien de revenus mensuels augmentés? Combien de routes bitumées? Modou et toi l'écoutiez. Nous étions dans les hauts sommets, tandis que ta belle-mère, qui te voyait rayonner auprès de son fils, qui voyait son fils fréquenter de plus en plus la forge de ton père, qui voyait ta mère prendre des rondeurs et mieux s'habiller, ta belle-mère pensait de plus en plus à sa vengeance. Chapitre 11. Je sais que je te secoue, que je remue un couteau dans une plaie à peine cicatrisée, mais que veux-tu? Je ne peux m'empêcher de me ressouvenir dans cette solitude et cette réclusion forcée. La mère de Modou, c'est tante Nabou pour nous et c'est Nabou pour les autres. Elle portait un nom glorieux du ciné Diouf. Elle est descendante du Boursiné. Elle vivait dans le passé sans prendre conscience du monde qui muait. Elle s'obstinait dans les vérités anciennes,
Fortement attachée à ses origines privilégiées, elle croyait ferme au sang porteur des vertus et répétait en hochant la tête que le manque de noblesse à la naissance se retrouve dans le comportement. Et la vie ne l'a point épargnée. La mère de Modoba perdit tôt un mari cher, éleva courageusement son aînée Modo et deux autres filles, aujourd'hui mariées et bien mariées. Elle vouait une affection de tigresse à son seul homme, Modoba, et quand elle jurait sur le nez, symbole de la vie de son seul homme, elle avait tout dit. Maintenant, son seul homme qui échappait par la faute de cette maudite bijoutière, pire qu'une griotte. La griotte porte bonheur, mais une bijoutière, elle brûle tout sur son passage comme un feu de forge. La mère de Modo, alors que nous vivions décontractés, considérant ton mariage comme un problème dépassé, réfléchissait le jour, réfléchissait la nuit au moyen de se venger de toi, la bijoutière. Elle décida un beau jour de rendre visite à son jeune frère, Farbadjouf, chef coutumier à Djakao. Elle rangea quelques vêtements bien choisis dans une valise qu'elle m'emprunta, entassa dans un panier divers achats, provisions et denrées chères ou rares encinées, fruits de France, fromage, confiture, jouets pour ses neveux, coupons de tissu destinés à son frère et à ses 4 femmes. Elle fit appel à Modou pour quelques billets soigneusement pliés et rangés dans son porte-monnaie. Elle se fit coiffer, teignir ses pieds et mains au henné. Vêtue, parée, elle partit. La route de Rufisque se dédouble de nos jours au croisement de Dianyangyo. La nationale 1, à droite, mène au-delà d'Eunbourg, au ciné Saloum, tandis que la nationale 2, traversant Thiès et Tivaouane, berceau de tidjanisme, s'élance vers Saint-Louis, naguère capitale du Sénégal. Tante Nabou n'avait par ses voies agréables de communication. Dans le car et sur la piste caotante, avec émotion, elle se retranchait dans ses souvenirs. La vitesse vertigineuse du véhicule qui l'emportait vers les lieux de son enfance ne l'empêchait pas de reconnaître le paysage familier. Voici Sindia, puis à gauche Popenguine où les gourmettes festoient la Pentecôte, les catholiques. Que de générations a vu défiler ces mêmes paysages figés. Tante Nabou constatait la vulnérabilité des êtres face à l'éternité de la nature. Par sa durée, la nature défie le temps et prend sa revanche sur l'homme. Les baobabs tendaient aux cieux les nœuds géants de leurs branches, des vaches traversaient avec lenteur le chemin et défiaient de leur regard morne les véhicules, des bergers en culottes bouffantes, un bâton sur l'épaule ou à la main, canalisaient les bêtes. Hommes et animaux se fondaient comme en un tableau venu du fond des âges. Tante Nabou fermait les yeux chaque fois que le car croisait un véhicule. Les gros camions et leur énorme chargement surtout l'effrayaient. La belle mosquée Medinatou Miniawara n'était pas encore édifiée à la gloire de l'islam, mais dans le même élan pieux, hommes et femmes priaient en bordure de la route. Pour se convaincre de la survie des traditions, il faut sortir de Dakar, murmurait tante Nabou. Des épineux bordaient à gauche la forêt de Ndiassane, des singes s'en échappaient pour se griser de lumière, vers Tchaïdjaï, Tataguine, Djuroup, puis Ndjoundouf et enfin Fatik, capitale du ciné. Essoufflé et fumeux, le car bifurqua à gauche, des secousses encore. Enfin, Djakao, Djakao la royale, Djakao berceau et tombeau de Boursiné, Djakao de ses ancêtres, Djakao la bien-aimée, avec la vaste concession de son ancien palais. La même lourdeur meurtrissait son cœur à chaque visite au domaine familial. Avant toute chose, de l'eau pour les ablutions et une natte pour prier et se recueillir face à la tombe de l'aïeul. Ensuite, elle promena son regard épreint de tristesse et chargé d'histoire sur les autres tombes. Ici, les morts cohabitent avec les vivants dans l'enceinte familiale. Chaque roi, au retour du sacre, plantait dans la cour 2 arbres qui délimitaient sa dernière demeure. Tante Nabou lança vers ses repères mortuaires des versets psalmodiés avec ferveur.
Elle avait un masque tragique dans ces lieux de grandeur qui changeaient le passé au son des djugdjung, tam-tam royal du ciné. Ton existence, Aïssatou, me ternira jamais sa noble descendance, jura-t-elle. Associant dans ses pensées rites antiques et religion, elle se rappelait le lait à verser dans le ciné, fleuve souterrain, pour l'apaisement des esprits invisibles. Demain, elle irait faire dans l'eau des offrandes pour se préserver du mauvais œil, tout en s'attirant la sympathie des tours, compagnons invisibles. Royalement accueillie, elle rentra aussitôt dans ses prérogatives d'aînée du maître de maison. On ne lui parlait que genoux à terre, prenait ses repas seule, servis de ce qu'il y avait de meilleur dans les marmites. Les visiteurs vinrent de partout pour l'honorer, lui rappelant ainsi la véracité de la loi du sang. Ils ressuscitèrent pour elle l'exploit de l'aïeul boursiné et la poussière des combats et l'ardeur des chevaux pur sang. Elle puisa force et vigueur dans les cendres ancestrales, remuées au sang éclectique des koras, grisées des senteurs lourdes de l'encens brûlé. Elle convoqua son frère. « J'ai besoin, lui dit-elle, d'une enfant à mes côtés pour meubler mon cœur. Je veux que cet enfant soit à la fois mes jambes et mon bras droit. Je vieillis, je ferai de cet enfant une autre moi-même. La maison est vide depuis que les miens sont mariés. » Elle pensait à toi, fignolant sa vengeance, mais se garda bien de parler de toi, de la haine qu'elle t'avait vouée. « Qu'à cela ne tienne, rétorqua Farba Djouf. Je ne t'ai jamais proposé d'éduquer l'une de mes filles par crainte de te fatiguer. Or, les jeunes d'aujourd'hui sont difficiles à tenir. Prends la petite Nabou, ton homonyme. Elle est à toi. Je ne te demande que ses os. » Satisfaite, tante Nabou refit sa valise, mit dans ses paniers tout ce que l'on trouve en brousse et qui est cher en ville, couscous séché, pâte d'arachide grillée, mil, œufs, lait, poules. La petite Nabou, bien prise dans sa main droite, elle reprit le chemin inverse. Chapitre 12. En me rendant ma valise, tante Nabou me présenta la petite Nabou. Elle la présenta également dans toutes les maisons amies. La petite Nabou entra par mes soins à l'école française. Mûrissant à l'ombre protectrice de sa tante, elle apprenait le secret des sauces délicieuses, à manier, fer à repasser et pilon. Sa tante ne manquait jamais l'occasion de lui souligner son origine royale et lui enseigner que la qualité première d'une femme est la docilité. Après son certificat d'études et quelques années au lycée, la grande Nabou conseilla à sa nièce de passer le concours d'entrée à l'école des sages-femmes d'État. Cette école est bien. Là, on éduque, nulle guirlande sur les têtes. Des jeunes filles sobres, sans boucles d'oreilles, vêtues de blanc, couleur de la pureté. Le métier que tu y apprendras est beau, tu gagneras ta vie et tu conquéras des grâces pour ton paradis en aidant à naître des serviteurs de Mahomet. En vérité, l'instruction d'une femme n'est pas à pousser. Et puis, je me demande comment une femme peut gagner sa vie en parlant matin et soir. La petite Nabou devint donc sage-femme. Un beau jour, tante Nabou convoqua Mado et lui dit « Mon frère Farba t'a donné la petite Nabou comme femme pour te remercier de la façon digne dont je l'ai élevée. Si tu ne la gardes pas comme épouse, je ne m'en relèverai jamais. La honte tue plus vite que la maladie. » Je savais, Modou savait, la ville savait, toi, Aïssatou, tu ne soupçonnais rien et rayonnais toujours. Et parce que sa mère avait pris date pour la nuit nuptiale, Mado eut enfin le courage de te dire ce que chaque femme chuchotait. Tu avais une coépouse. Ma mère est vieille, les chocs de la vie et les déceptions ont rendu son cœur fragile. Si je méprise cet enfant, elle mourra. C'est le médecin qui parle, non le fils. Pense donc, la fille de son frère élevée par ses soins, rejetée par son fils. Quelle honte devant la société! C'est pour ne pas voir sa mère mourir de honte et de chagrin que Mado était décidé à se rendre au rendez-vous de la nuit nuptiale. Devant cette mère rigide, pétrie de morale, ancienne, brûlée intérieurement par les féroces lois antiques
Que pouvait Madoba? Il vieillissait, usé par son pesant travail, et puis, voulait-il seulement lutter, ébaucher un geste de résistance? La petite Nadou était si tentante. Alors, tu ne comptas plus, Aïssatou. Le temps et l'amour investis dans ton foyer, des bagatelles vite oubliées. Tes fils, ils ne pesèrent guère lourd dans cette réconciliation d'une mère et de son seul homme. Tu ne comptas plus, pas plus que tes 4 fils. Ceux-ci ne seront jamais les égaux des fils de la petite Nabou. Les enfants de la petite Nabou, les griots diront d'eux, en les exaltant, le sang est retourné à sa source. Tes fils ne comptaient pas. La mère de Mado, princesse, ne pouvait se reconnaître dans le fils d'une bijoutière. Et puis, une bijoutière peut-elle avoir de la dignité, de l'honneur? C'est comme si l'on se demandait si tu avais un cœur et une chair. Ah, pour certains, l'honneur et le chagrin d'une bijoutière sont moindres, bien moindres que l'honneur et le chagrin d'une guéléwa. Mado ne te chassait pas, il allait à son devoir et souhaitait que tu restes. La petite Nabou résiderait toujours chez sa mère, c'est toi qui l'aimais. Tous les 2 jours, il se rendrait la nuit chez sa mère, voir l'autre épouse pour que sa mère ne meure pas, pour accomplir un devoir. Comme tu fus plus grande que ceux qui sapaient ton bonheur. On te conseillait des compromis, on ne brûle pas un arbre qui porte des fruits, on te menaçait dans ta chair, des garçons ne peuvent réussir sans leur père. Tu passas outre. Ces vérités passe-partout qui avaient jadis courbé la tête de bien des épouses révoltées n'opérèrent pas le miracle souhaité. Elles ne te détournèrent pas de ton option. Tu choisis la rupture, un aller sans retour avec tes 4 fils, en laissant bien en vue sur le lit qui fut vôtre cette lettre destinée à Mado et dont je me rappelle l'exact contenu. Mado. Les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs, les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà schématiquement le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut le nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique. Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu veux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur, de la respectabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible. D'un côté, moi, ta vie, ton amour, ton choix, de l'autre, la petite Nabou, à supporter par devoir. Mado, l'homme est en grandeur et animalité confondue. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom, vêtu du seul habit valable de la dignité, et je poursuis ma route. Adieu, Aïssatou. Es-tu parti? Tu eus le surprenant courage de t'assumer, tu louas une maison et t'y installas, et au lieu de regarder en arrière, tu fixas l'avenir obstinément. Tu t'assignas un but difficile, et plus que ma présence, mes encouragements, les livres te sauvèrent, devenus ton refuge, ils te soutinrent. Puissance des livres, invention merveilleuse de l'astucieuse intelligence humaine, signes divers associés ensemble, sons différents qui moulent les mots, agencement de mots d'où jaillissent l'idée, la pensée, l'histoire, la science, la vie. Instrument unique de relation et de culture, moyen inégalé de donner et de recevoir, les livres soudent des générations au même labeur continu qui fait progresser. Ils te permirent de te hisser, c'est ce que la société te refusait. Ils te l'accordèrent. Des examens passés avec succès te menèrent toi aussi en France. L'école d'interprétariat d'où tu sortis permit ta nomination à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Tu gagnes largement ta vie. Tu évolues dans la quiétude comme tes lettres me le disent.
résolument détourné des chercheurs de joie éphémères et des liaisons faciles. Mado, il renoue avec sa famille. Ceux de Diakao envahissent sa maison, ceux de Diakao s'y tiennent la petite Naboo, et Mado le sait, il n'y a pas de comparaison possible entre toi et la petite Naboo. Toi si belle, si douce, toi qui savais éponger le front de ton mari, toi qui lui vouais une tendresse profonde parce que désintéressé, toi qui savais trouver des mots justes pour le délasser. Mado, que ne disait-il pas? Je suis déboussolé, on ne change pas les habitudes d'un homme fait. Je cherche chemise et pantalon aux anciennes places et ne tâte que du vide. Je ne plaignais pas Mado. Ma maison est une banlieue de Diaco. Impossible de m'y reposer. Tout y est sale. La petite Naboo donne mes denrées et mes vêtements aux visiteurs. Je n'écoutais pas Mado. Quelqu'un m'a dit t'avoir vu en compagnie de Aïssatou hier. Est-ce vrai? Est-elle là? Comment est-elle et mes fils? Je ne répondais pas à Mado, car Mado demeurait pour moi une énigme et à travers lui tous les hommes. Ton départ l'avait bien ébranlé, sa tristesse était bien évidente. Quand il parlait de toi, les inflexions de sa voix se durcissaient, mais ses allures de désabusé, les critiques acerbes de son foyer, sa verve qui houspillait, tout n'empêchait point le gonflement périodique du ventre de la petite Naboo. 2 garçons étaient déjà nés. Mis devant ce fait visible, preuve de ses communions intimes avec la petite Naboo, Mado se contractait avec fureur. Son regard me fustigeait. Voyons, ne fais pas l'idiote. Comment veux-tu qu'un homme reste de pierre au contact permanent de la femme qui évolue dans sa maison? Il ajoutait, démonstratif, j'ai vu un film où les rescapés d'une catastrophe aérienne ont survécu en mangeant de la chair des cadavres. Ça fait plaide de la force des instincts enfouis dans l'homme, instinct qui le domine, quelle que soit son intelligence. Débarrasse-toi de ton excès de sentimentalité rêveuse. Accepte la réalité dans sa brusque laideur. On ne résiste pas aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements. Ces mêmes lois poussent le mal ailleurs, je dis bien mal, pour marquer la bestialité des instincts. Tu comprends? Une femme doit comprendre une fois pour toutes et pardonner. Elle ne doit pas souffrir en se souciant des trahisons charnelles. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a là, dans le cœur, c'est ce qui y lie 2 êtres dedans. Il frappait sa poitrine à la place du cœur. Acculé aux extrêmes limites de ses résistances, je me repais de ce qui se trouve à ma portée. C'est vilain à dire, la vérité est laide quand on l'analyse. Ainsi, pour se justifier, il ravalait la petite Naboo au rang de mets. Ainsi, pour changer de saveur, les hommes trempent leur épouse. J'étais offusqué. Il me demandait compréhension. Mais comprendre quoi? La suprématie de l'instinct? Le droit à la trahison? La justification du désir de changement? Je ne pouvais être l'allié des instincts polygamiques. Alors, comprendre quoi? Comme j'enviais ta tranquillité lors de ton dernier séjour, tu étais là, débarrassé du masque de la souffrance. Tes fils poussaient bien, contrairement aux prédictions. Tu ne t'inquiétais pas de Mado? Oui, tu étais bien là, le passé écrasé sous ton talon. Tu étais là, victime innocente d'une injuste cause et pionnière hardie d'une nouvelle vie. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé pour l'écoute de la lecture de ce chapitre. Je vous dis à très bientôt pour la suite et n'hésitez pas à vous abonner ou à consulter la playlist pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. À très bientôt. Bye bye.